Eh bien, je vous propose d'écouter le conférencier suivant, qui est Jean-Marc Giller, directeur de la réserve naturelle nationale du lac de Grandlieu, et donc Société nationale de protection de la nature. Voilà, il va nous parler d'évolution des végétations aquatiques sur le lac. Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas salués. Donc oui, je représente la Société nationale de protection de la nature, qui est une association, une ONG en charge de fortement impliquée dans la préservation et la gestion des zones humides, puisqu'elle a été à l'origine notamment de la création de la réserve de Camargue il y a maintenant 90 ans. On fête les 90 ans de la réserve de Camargue cette année. Le sujet a été déjà bien défloré. Je vais vous parler de suivi de la végétation sur le lac de Grandlieu. Alors, je vais être provocateur, le lac de Grandlieu n'est pas un lac. On a effectivement une très grande superficie, jusqu'à plus de 60 km² en hiver, mais ça a déjà été rappelé de nombreuses fois, une très faible profondeur. Ce qui induit un fonctionnement très particulier, là aussi je ne vais pas m'étendre, ça a été évoqué à plusieurs reprises, dans laquelle la végétation aquatique joue un rôle fondamental, notamment par rapport à la concurrence avec les microphytes, les algues microscopiques et les cyanobactéries en particulier. Cette végétation aquatique, quand il s'agit de macrophytes flottants, a été pointée du doigt comme un facteur d'envasement important. C'est également un élément très important du patrimoine, de notre patrimoine naturel sur le lac. Elle joue un rôle fonctionnel majeur en termes de refuge pour un certain nombre d'espèces de poissons et d'oiseaux. La guifette moustaque, une espèce protégée dont on a déjà parlé, utilisant le site comme un lieu nidification. Donc, pour toutes ces questions-là, sur les questions fonctionnelles, les questions patrimoniales, il est important d'avoir une bonne connaissance des trajectoires de son évolution. Ça va nous donner des éléments de trajectoire plus globale sur l'évolution du lac. À Grandlieu, on a la chance d'avoir une bonne connaissance historique de la végétation. Paradoxalement, on connaît maintenant le lac de Grandlieu pour ses oiseaux. Un siècle en arrière, le lac était connu par les scientifiques, les savants de l'époque, pour sa végétation. Et deux botanistes à la fin du 19e, au début du 20e, James Lloyd et Émile Gatso, ont fait un travail très important, novateur à l'époque, sur la caractérisation de la flore de Grandlieu. Et on avait deux célébrités à l'époque, c'était l'Isoetes echinospora et l'Obalia dortmana, qui étaient les éléments les plus patrimoniaux du lac, qui malheureusement, en réponse à la trajectoire d'évolution du lac et à son eutrophisation dont Loïc vous a parlé, ont disparu depuis. Mais ça nous donne effectivement des bases de connaissances anciennes et qui nous permettent d'analyser son évolution. À l'époque, Loïc en a parlé, le lac était radicalement différent. Deux photos aériennes de 1950 sur les mêmes zones. On voit effectivement une évolution majeure de la végétation avec des écrits au moment des années 40, 50 qui décrivaient une végétation galopante qui allait petit à petit combler et envahir le lac, c'est-à-dire que les roselières venaient petit à petit grignoter et manger la zone centrale toujours en eau du lac. Depuis, les choses ont bien changé et on a assisté à un recul majeur et une réduction drastique de beaucoup de végétation. Évidemment, les végétations immergées, mais également les végétations amphibies, à roseaux, à tifas, à joncs des tonneliers, à trèfle d'eau. Toutes ces végétations ont fortement régressé. Comment est-ce qu'on évalue ces changements maintenant et comment les suit-on de façon un peu plus récente? C'est ce que je vais vous présenter dans les quelques minutes qui viennent. L'apport des photos aériennes a été majeur pour décrire et suivre la végétation, alors essentiellement la végétation de macrophytes flottants, avec des campagnes aériennes soit réalisées spécifiquement pour le suivi du lac, soit en utilisant des campagnes de l'IGN qui sont réalisées régulièrement. Initialement réalisées avec des photos argentiques, maintenant on est passé directement sur le numérique. On a toute une phase, effectivement, on avait une phase de numérisation, de géoréférencement pour avoir un très bon calage de ces clichés, et d'interprétation avec des logiciels assez simples
pour ensuite calculer des surfaces notamment et de voir leur évolution. Voilà deux extraits d'images du centre du lac avec une image brute à gauche et une image interprétée à droite avec les principales communautés de végétation flottante que l'on va détailler par la suite. Voilà un zoom sur la zone centrale du lac de Grandlieu. Et voilà les résultats de ce suivi. Alors là, je vous présente la carte issue du suivi réalisé en 2015. 4-5 groupements principaux. En vert, vous avez la végétation macrophytique flottante dominante de nénuphars, nénuphars jaunes et blancs, on a fait alba et nénuphar lutea. En mauve, la trapanatans, la châtaigne d'eau, qui est fortement régressée sur le lac de Grandlieu. Et puis des choses qu'on voit quasiment pas à cette échelle-là, ce sont les herbiers de Nymphoides peltata, l'Hymenanthème faux-nénuphar, et les quelques restes de joncs des tonneliers, de cyrpes lacustres, que l'on voit en bleu très clair sur la zone centrale. Et en bleu plus sombre, c'est effectivement toute la zone d'eau libre qui s'étend maintenant entre les roselières et l'herbier de macrophytes flottants, et qui reste effectivement au niveau de la zone centrale. Voilà les photos des principales espèces, l'Hymenanthème faux-nénuphar en haut à gauche, la châtaigne d'eau, et puis des herbiers mixtes de nénuphars blancs et jaunes. Alors l'évolution récente de ces surfaces de macrophytes flottants, on la suit assez précisément depuis les années 2000 et on verra un peu plus anciennement. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a effectivement déjà une variation importante, une régression forte de la châtaigne d'eau, vous la voyez, du Hymenanthème également de façon importante. Les échelles pour ces deux espèces sont à droite. Et puis une évolution contrastée pour les nénuphars, avec une progression relativement rapide. L'échelle est à gauche pour ces deux espèces-là, jusqu'en 2005-2006. Un brutal décrochement, et depuis une très très lente progression en termes de surface. À quoi on peut l'attribuer, ce décrochement ? Il est concomitant à l'explosion des populations d'écrevisses de Louisiane, une espèce qui a été introduite accidentellement, probablement à la fin des années 90, qui a été détectée au tout début des années 2000 et qui a littéralement explosé sur cette saison 2006-2007. Et on a le résultat qui n'a pas cessé de nous inquiéter d'ailleurs au moment où on l'a constaté, avec une brutale chute du recouvrement des nénuphars, qui s'est ensuite pas confirmée, heureusement. Si on remonte un peu plus longtemps en arrière, on a des chiffres fiables depuis les années 80. Auparavant, les photos aériennes étaient un peu plus difficiles à interpréter du fait de l'enchevêtrement des végétations. Et donc on est quelque part au bout d'un système qui a évolué bien avant. Vous le voyez, début des années 80, la châtaigne d'eau était l'espèce majoritaire de l'herbier de macrophytes flottants. Les quelques 60 hectares de cyrpes lacustres avaient une importance fondamentale. Loïc en a parlé tout à l'heure. Et le Hymenanthème était effectivement déjà bien présent. Alors le paradoxe, c'est que ces espèces-là, fondamentalement, n'ont pas des exigences fortes. La châtaigne d'eau, le Hymenanthème sont aussi eutrophes, voire même plus, que l'herbier, que le nénuphar blanc ou le nénuphar jaune. Donc la simple eutrophisation, qui est réelle, ne suffit pas à expliquer aussi tous ces facteurs. Un petit zoom quand même sur effectivement le cyrpe lacustre que l'on voit ici encore sur la zone centrale. Une photo aérienne de 1950, vous voyez toutes les petites taches, c'était effectivement des taches de cyrpe lacustre, de jaune et tonnelier. Maintenant, l'ouverture, elle est excessive. Et on a bientôt, bien sûr, une modification profonde de tout le système. Sur simplement 10 ans, en rouge, ce sont les zones où la végétation flottante a disparu. Donc avec une localisation privilégiée sur le nord-est de la partie centrale, qui correspond à l'endroit où la châtaigne d'eau a le plus régressé, qui explique à peu près 50% de la régression des végétations aquatiques.
Mais on a aussi une régression localisée des herbiers de nymphéa et de nénuphars en réponse directe au fetch et à l'influence du vent. Toutes les zones en bordure de la zone centrale sont érodées. Et donc là, on a un effet direct de la physique du lac, du bâtillage et du vent qui vient régulièrement fragiliser et attaquer ces herbiers flottants. Les très fortes régressions que l'on a aussi sur la boire de Malais, le petit diverticule du lac et l'embouchure de l'Ognon, là sont plus ponctuelles et probablement à mettre en rapport avec l'explosion de l'écrevisse de Louisiane qui est intervenue en 2006-2007. Donc, une érosion de la végétation flottante. Ces suivis permettent également de suivre l'équilibre entre la zone centrale et le pourtour de macrophytes, d'hélophytes plus exactement, d'herbiers, de roselières, de saulaies, d'aulnaies. Et ce que l'on constate depuis depuis presque 40 ans maintenant, mais qu'on mesure de façon plus précise ces quelques 10-15 dernières années, c'est l'élargissement de la zone centrale au détriment des végétations palustres, de roselières et de saulaies. L'érosion de cette végétation, donc, que vous avez rappelé ici, elle a été constatée depuis en fait le début des années 70. Et en croisant les données, qui ne sont pas du même niveau de précision à chaque fois, mais qui donnent une bonne idée quand même de la trajectoire d'évolution de cette zone centrale, on constate qu'on a un élargissement de la zone centrale de presque 400 hectares en 40 ans. Donc en moyenne 10 hectares d'érosion de roselières, de saulaies depuis une quarantaine d'années. On peut le voir là aussi à l'échelle de 10 ans. En rouge, ce sont toutes les zones de roselières et de saulaies qui ont été perdues, avec des trajectoires là aussi un peu différentes. Globalement, un recul généralisé sur tout le pourtour de la zone centrale, donc qui peut s'expliquer assez facilement par des questions de vagues et d'érosion mécanique. Ce que l'on constate aussi sur la partie ouest, on constate des zones entières qui ont disparu. Donc là, ça correspond plus à notre spécificité où une partie de ces végétations de roselières, de saulaies et d'aulnaies sont flottantes. Et on peut avoir effectivement des morceaux entiers de ce qu'on appelle localement des levis qui disparaissent par érosion sans se reconstituer. Jusque dans les années 40, on avait effectivement une dynamique qui pouvait faire disparaître quelques zones flottantes comme celle-là, mais qui était rapidement remplacée par la dynamique de végétation. Depuis les années 70 au moins, la dynamique ne va plus que dans un sens, vers l'érosion. En plus de cela, qui correspond bien à une érosion mécanique, c'est qu'on a des érosions aussi, rétro-littorales. Au sein même de notre ensemble de roselières et de saulaies, on constate la création de petits bassins par disparition de la végétation qui laissent place à des zones en eau une partie de l'année et en vasière à la fin de l'été quand les niveaux d'eau baissent. Simplement à l'échelle de 3 ans, le changement n'est pas majeur, mais sur une toute petite zone, on voit apparaître en anastomose un ensemble de tout petits plans d'eau au sein même de la roselière qui était très uniforme auparavant. Sur les photos aériennes, je ne sais pas si on les verra bien, mais là aussi on constate des régressions majeures en rétro-littoral qui illustrent le phénomène dont je viens de vous parler. Donc en synthèse, sur l'évolution de cette zone centrale, on a des profonds changements dans la végétation du lac, tant aquatique que palustre, avec un déclin très important des hélophytes de la zone centrale, on l'a dit. De la plupart, j'en ai pas parlé, mais Loïc l'a fait, des plantes aquatiques. Et un déclin important aussi des peuplements les plus remarquables de macrophytes, le ménianthe, la châtaigne d'eau ou le Limnanthème phonenufar sont des espèces patrimoniales relativement rares maintenant à l'échelle de l'ouest de la France ou même de la France entière. Et une progression plutôt lente des nénuphars blancs et jaunes. Et en parallèle de ça, une érosion marquée de la végétation plutôt palustre, les roselières, les carex, les saulaies et les aulnaies, au bénéfice de la zone centrale. Alors,
on pourrait se dire, on se rassure par rapport aux années 40 où tout le monde prédisait la fin du lac de Grandlieu, ou qu'on pourrait le traverser à pied vu la vitesse d'évolution des roselières. On gagne du temps de vie de Grandlieu, mais ça a effectivement d'autres impacts en termes patrimonial et de fonctionnement du lac. Alors, l'esquisse des facteurs en jeu sont nombreux et complexes. Loïc les a présentés en partie. On a effectivement une combinaison de facteurs dans les années 60, avec des changements majeurs dans l'hydraulique, le recalibrage de la Chenot, la création, le creusement du canal Guerlain, dont je vous remontrerai tout à l'heure, a provoqué des changements très importants dans les courants au sein de la zone centrale et probablement aussi dans la stabilité des sédiments. La création d'un vannage et le changement du régime hydraulique a dû accentuer aussi ce phénomène. Évidemment, l'eutrophisation joue un rôle majeur dans ce phénomène, avec des flux d'azote et de phosphore très importants. Et effectivement, l'apparition de deux rongeurs qui ont contribué au travail, et notamment le ragondin. Tous ces facteurs agissent en cascade, avec du coup une tendance accentuée, disparition de la végétation, remise en suspension des sédiments qui facilitent l'érosion, la turbidité. Bref, on est dans un facteur en cascade. Et maintenant, un lac plutôt dominé par le phytoplancton et par les cyanobactéries. Pour vous illustrer les changements hydrauliques à la sortie du lac, donc on est vraiment au nord du lac, la Chenot, donc le canal qui assure la sortie des eaux de Grandlieu vers l'estuaire de la Loire, a été largement recalibré dans les années 40-50. La création du vannage, qui règle les niveaux d'eau sur l'ensemble du lac. Et puis c'est la création de ce canal, Guerlain, qui n'existait pas auparavant et qui sert maintenant de canal principal pour évacuer les eaux. Pour preuve, quand il a été creusé dans les années 60, il faisait entre 6 et 7 mètres de large. Maintenant, il en fait entre 20 et 30, sans aucune intervention de notre part d'entretien. Globalement, le trajet de l'eau entre la zone centrale et la Chenot a été réduit de 30%, donc la pente augmentée d'autant. Et donc, on a un facteur d'érosion supplémentaire qui s'est créé avec ce canal Guerlain. Alors, on a présenté une image un peu sombre. On voit la trajectoire d'évolution de la végétation. Est-ce qu'on a des motifs d'espoir ? François nous a présenté la politique menée sur le bassin versant. Ce que l'on constate tout de même récemment, avec d'autres suivis que l'on mène sur l'ensemble du lac, mesures de transparence notamment, c'est que localement, on constate une amélioration importante de la transparence. Donc c'est ce qui a illustré Alexandrine, c'est qu'on a une compartimentation au sein même du lac. On a ce phénomène de balance qui peut se créer au sein même du lac. Et en réponse à ça, et sur globalement les mêmes secteurs, une première réponse des plantes aquatiques. Pas forcément très exigeantes, Zanichellia, Naias ne sont pas des espèces très exigeantes, mais ce sont des vrais aquatiques qui ont besoin de lumière pour se développer. Et depuis 4-5 ans, on constate effectivement une progression de ces espèces-là, avec le retour de quelques caras également, alors qui elles sont un petit peu plus exigeantes, sur la partie sud du lac, sur les zones globalement les plus transparentes. Alors est-ce qu'il faut y voir une première réponse aux politiques d'amélioration de la qualité de l'eau ? On aimerait le penser. Est-ce qu'on est plutôt sur un phénomène de moyen-long terme ou éphémère ? Là, c'est les suivis que l'on mène au quotidien qui nous renseigneront là-dessus. Mais voilà, on a quelques motifs et d'espoir, avec effectivement toujours beaucoup de questions sur le fonctionnement complexe de tous ces compartiments. Voilà, je vous remercie. Merci pour cette présentation. Des questions, des réactions ? Je peux commencer là ? Juste une réflexion. On s'est toujours posé la question du rôle des herbicides sur l'évolution aussi d'une partie de ces plantes, et en particulier de la macre. On ne connaît pas la réactivité de cette plante aux herbicides, mais on peut émettre l'hypothèse. Comme tu l'as dit, le niveau d'eau ne joue pas vraiment sur cette espèce, l'eutrophisation non plus. Par contre, elle pourrait être très sensible effectivement aux herbicides, et certains des grands hélophytes comme les typhas, peut-être aussi.
en plus de l'action du ragondin pour celle-ci. C'est un motif de questionnement, effectivement, d'autant que la châtaigne d'eau, qui était considérée comme une peste quasiment dans beaucoup de plans d'eau à l'échelle française et européenne, suit la même trajectoire dans quasiment toutes les régions de France et d'Europe. Donc ça questionne effectivement sur d'autres facteurs d'évolution. Moi, j'avais une question sur le canal de Garlin, parce que c'est quand même un acte qui a été posé sur ce lac-là avec une conséquence hydraulique assez importante. Mais on n'a pas suffisamment, je pense, j'ai pas vu moi, suffisamment mesuré le rôle de ce canal de Garlin sur la circulation en interne et sur les vases notamment sur le lac. Est-ce que c'est quelque chose qu'on imagine de se poser la question de dire tiens, effectivement, on ferme le canal de Garlin et on laisse l'eau passer par la Chenot et comme celle l'était originellement. Ce serait quoi l'hypothèse de ce qui pourrait arriver et est-ce qu'on y travaille? Alors l'idée, enfin le projet qu'a présenté Alexandrine, c'est effectivement pour gagner en compréhension fine de tous ces phénomènes et notamment sur les trajectoires hydrosédimentaires. C'est vrai que c'est des choses qui sont évoquées, la fermeture du canal Garlin. Il y a un premier acte qui avait été posé dans les années 90 pour mettre un bâtard d'eau au bout du canal Garlin pour effectivement reconcentrer ponctuellement et durant une partie de l'année les eaux par le canal de l'Étier. Voilà, on en est là. Le canal Garlin a été fait simplement pour des questions, j'allais dire, esthétiques. Il a eu des conséquences très très inattendues. On va pas rejouer les apprentis sorciers en fermant le canal. Peut-être que c'est lui qui nous a sauvés aussi d'un envasement prononcé. Donc voilà, on préfère là aussi reprendre les choses les unes après les autres et réexplorer tous ces compartiments, sachant qu'il y a des petites améliorations qui sont observées. Donc il est peut-être pas urgentissime de revenir sur ce canal tout de suite, quoi. J'avais une petite question de curiosité par rapport à l'érosion des levis. Ça fait autant de matière organique qui se retrouve finalement dans l'eau. Est-ce que localement, on a une sorte de double peine avec d'une part les levis qui ont disparu et puis des phénomènes sur le fond d'asphyxie des sédiments et de problèmes liés à la décomposition de la matière organique? Alors là aussi, on a mesuré les choses de façon assez précise. On peut se dire autant de matière organique qui se retrouve dans la zone centrale avec des trajectoires qui étaient décrites comme un envasement rapide. Les bathymétries successives ne montrent pas effectivement un envasement rapide. On a la chance d'être sur un fonctionnement particulier et le vent nous rend service dans tout ça. Si anoxie il y a, elle reste localisée, ponctuelle, à l'interface aux sédiments. Et la chance que l'on a effectivement, c'est ces remises, cette machine à laver qu'est le lac de Grandlieu qui permet aussi d'éviter des choses. Alors ça intervient dans les deux côtés. D'un côté, sur la végétation, ça facilite pas la réinstallation par la remise en suspension, mais quelque part, ça facilite aussi les phénomènes de dénitrification et probablement de minéralisation de la matière organique. Un grand merci Jean-Marc Gillier pour cette présentation.